Remaniement en Côte d'Ivoire, le nouveau gouvernement Gon Coulibaly II connu aujourd'hui. Enfin, que deviennent les sinistrés des récentes inondations survenues dans le district d'Abidjan? On en parle ce soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Le nouveau gouvernement ivoirien a été rendu public cet après-midi. Cette nouvelle équipe conduite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est composée de 36 ministres et de 5 secrétaires d'État. À noter également de nouvelles entrées. Autre actualité nationale, plusieurs morts et de nombreux dégâts matériels après les fortes pluies survenues dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Les sinistrés ont été relogés momentanément dans des écoles primaires publiques. Mais comment arrivent-ils à vivre? Herman Yamien a rencontré quelques victimes. Cette mobilisation autour des sinistrés de Cocody, c'était le 23 juin dernier. 2 semaines plus tard, nous retournons sur les lieux dans cette école primaire où les sinistrés avaient trouvé refuge après les inondations. À notre arrivée, point de réfugiés. Le groupe scolaire Saoré qui grouillait de monde il y a à peine quelques jours est totalement désert. Pour explication, c'est au bureau de la directrice que le gardien de l'école nous conduit. Ceux même qui avaient permis que ces personnes viennent ici, elles ont remis à la mairie et la mairie a retrouvé une place au terrain d'engrais. Ils ont aménagé là-bas pour les recevoir, parce que ce n'était plus vivable ici. Ils ont quitté l'école le 30 juin. Donc, ça fait environ 1 semaine et demie qu'ils sont partis. Après les échanges, cap est mis sur le stade d'Angré, l'un des sites de recasement que la directrice venait à peine de nous indiquer. Ici, un chapiteau est bien dressé, mais aucun sinistré en vue. Les responsables de la mairie de Cocody présents ne nous donne aucune explication. Alors, nous poursuivons nos recherches. Direction l'église Sainte-Famille. Dans cette église, enfin, on trouve quelques anciens locataires d'Assaoré dormant encore dans des salles de classe, malgré l'érection de 2 chapiteaux. Quand ça a commencé là, on dit, il y a, comme nous on a un problème là, on n'a qu'à partir qu'ils ont envoyé les trucs là-bas, on peut nous soutenir un peu. Il y a les gens qui ont reçu les dons. Mais moi, je n'ai rien reçu. Mais aussi, comme je suis au dehors avec les enfants, à partir de même, on dit que tout le monde a sorti. Donc, quand je suis sorti, en tout cas, je ne sais pas où je vais rester. Donc, quand on est venu au rond-point de Ado, là, c'est là-bas, on dit, ceux qui n'ont pas de toit là, vous pouvez partir à l'église catholique. Relogés, mais remontés contre les organisateurs de la chaîne de solidarité. Ce couple, logé désormais dans une famille d'accueil, après avoir été prié de quitter l'école primaire, crie aussi son désarroi. Les 150 000, comme et Madame la Présidente l'a dit, voilà, les 150 000 qui devaient revenir à chaque famille, qui va leur donner de pouvoir avoir un local, tout et tout. Voilà, rien n'a été fait. Aujourd'hui, nous sommes chez des amis qui nous ont logés. Et à chaque fois même, nous sommes oppressés de quitter les lieux. Des propos, plutôt des accusations contre les organisateurs de la chaîne de solidarité. Approché, Yannick Pallier, l'un des responsables des actions en faveur des sinistrés, s'explique. Pendant que nous étions sur le site, c'est dans la même période qu'il y a eu la démolition du quartier qu'on appelle Bananico. Donc, toutes ces personnes qui ont été déguerpies ont commencé à se retrouver sur le site. Et quand ils ont entendu que la première dame est passée, donc ils ont entendu qu'on partage 150 000 francs. Donc tout le monde voulait venir récupérer 150 000 francs. Alors que les déguerpis ne sont pas concernés par cette opération. Quand le ministère de la Solidarité vient avec le DAF pour nous dire nous on peut payer 139 familles, vous êtes d'accord avec moi que nous on ne peut pas aller au-delà de l'État. Sur les traces des sinistrés d'Assaoré, on a vu et entendu bien de choses. Des sinistrés pas encore recasés, des chapiteaux livrés pas encore fonctionnels, des déguerpis qui veulent le statut de sinistrés. Un gros soulagement aujourd'hui en Thaïlande. Après plus de 2 semaines sous terre, les 13 rescapés de la grotte de Tham Luang, dans le nord du pays, ont été évacués. Les explications de Ami Coulibaly. Après 2 semaines piégés dans une grotte inondée, réfugiés sur un étroit promontoire, les 12 jeunes footballeurs thaïlandais et leurs entraîneurs sont tous sortis sains et saufs au terme d'une périlleuse opération de secours. L'opération aura duré 3 jours. Entre boyaux inondés et passages étroits dans lesquels il faut se faufiler,
le parcours de plusieurs kilomètres étant semé d'embûches et prenait 5 heures à un plongeur aguerri. Pendant plusieurs jours, les secouristes avaient repoussé la date du lancement de l'opération, préférant envoyer des plongeurs prendre soin des enfants sur leur bout de rocher, le temps d'essayer de faire baisser le niveau de l'eau. Des proches attendent près d'un hôpital où sont pris en charge les jeunes footballeurs. Les enfants ont subi des examens radiologiques et des tests sanguins. 2 garçons qui présentaient des signes de pneumonie ont reçu des antibiotiques et sont dans un état normal, selon le responsable de la santé publique qui a précisé qu'ils resteront tous en observation à l'hôpital pendant une semaine, dans un premier temps en quarantaine. Crise à la Fédération ivoirienne de football. Le GX, le groupement des clubs, a animé récemment un point presse dans la commune de Cocody. Quelles solutions propose-t-il? Les détails avec Samuel Metch. Salif Bictogo, président du Stella Club d'Adjamé, l'un des porte-parole du GX, entouré de ses pairs en attendant le verdict de la FIFA, s'est penché sur certains points en mettant en évidence les insuffisances dans le système de contrôle interne de la FIFA, particulièrement dans la circulation des informations comptables et financières qu'ils ont jugées non fiables. Notre problème, c'est qu'il y a une mauvaise gestion de nos fonds. Et ces fonds sont gérés par, entre guillemets, un banquier et un homme d'affaires. Aujourd'hui, nous souhaitons que ces banquiers retrouvent les banques et que l'homme d'affaires retourne à ses affaires pour laisser au moins la fédération à ceux qui sont passionnés de football. Issa Diabaté, président de Boaké FC, a souligné que cette crise n'est ni une crise de personnes, ni une crise politique, mais bien une lutte pour restructurer la FIFA et rehausser l'image du football ivoirien. À ce stade de la crise, le GX, a dit le conférencier, attend dans la sérénité le résultat de l'audit ordonné par la FIFA. Dans cette attente, il a annoncé la suspension de sa participation aux activités de la FIFA jusqu'à la publication de la décision de la FIFA. Les choses sérieuses commencent aujourd'hui. Bonsoir Boris, bienvenue. Bonsoir Juliette. Première demi-finale du Mondial 2018, le duel Belgique-France est sur toutes les lèvres. Sur toutes les lèvres, c'est la 3e fois que ces deux équipes se croisent en Coupe du Monde et la France l'a emporté à 2 reprises. Aujourd'hui, nous sommes à 50 minutes de jeu. Le score est de 0 but partout entre la France et la Belgique. Au cours de la première période, les Belges ont tenu le ballon. La France a procédé par contre-attaque, mais le score est resté nul et vierge. Nous attendons donc le verdict de la seconde période pour savoir le premier qualifié pour la finale du 15 juillet. Diable rouge contre bleu, les pronostics vont bon train et les animaux s'y mettent aussi. Le pronostiqueur officiel de cette Coupe du Monde 2018 est Achille Le Chat. Et depuis le début de cette compétition, il a toujours dit donner les vainqueurs de tous les matchs qui se déroulent à Saint-Pétersbourg. Et pour ce match des demi-finales entre la Belgique et la France, le Chat a choisi la Belgique. Il s'est nourri dans la gamelle qui avait le drapeau de la Belgique. Et à côté d'Achille Le Chat, on a un autre pronostiqueur qui est lui aussi en Russie. C'est Pamir, c'est un ours qui est dans un parc. Il a choisi aussi la Belgique comme vainqueur de ce demi-finale. On va donc attendre la fin de ces 90 minutes. Il nous reste pratiquement 39 minutes pour savoir si les animaux ont vraiment un penchant pour les diables rouges. Là, la régie nous prévient déjà que la France a marqué son premier but. 1-0 pour la France. Les damiers croates, de leur côté, se préparent activement pour la deuxième demi-finale demain mercredi. Demain, la Croatie rencontre l'Angleterre. Il faut dire que c'est deux équipes qui ne se sont jamais rencontrées en Coupe du Monde, mais du côté de la Croatie, on a la chance d'avoir des joueurs qui évoluent dans le championnat anglais, donc plus ou moins ils connaissent leurs adversaires. Avant cette rencontre, l'attaquant Mandzukic de la Juventus et aussi de la sélection croate parle de son capitaine Luka Modric qui aujourd'hui fait figure de prétendant sérieux au Ballon d'Or, car depuis le début de cette compétition, il a donné la pleine mesure de son talent dans cette équipe croate-là. On va suivre ensemble la réaction de Mandzukic concernant Luka Modric. Je connais Luka depuis un certain nombre d'années, pas seulement en équipe nationale. Nous avons joué ensemble en club. Ce que je peux dire de lui en tant que joueur,
n'est que le meilleur. Il mérite tous les éloges qu'il reçoit des médias et du public. Il a travaillé très dur pour en arriver là. Il est notre capitaine, notre leader. Nous le suivons. Et si l'équipe réussit à obtenir un bon résultat, il peut obtenir le ballon d'or. Il le mérite et je le veux pour lui. Maintenant, nous nous concentrons sur l'équipe, pas sur les récompenses individuelles. En Côte d'Ivoire, tous les yeux sont également braqués vers la Russie. Chacun y va de son commentaire. Comme vous et moi, c'est vrai que la Côte d'Ivoire n'est pas qualifiée pour cette Coupe du Monde-là, mais nous suivons le déroulement de la compétition. On a rencontré un Ivoirien qui a développé une science qu'il appelle l'écritoisie. Je sais que vous n'avez jamais entendu parler de cette science. Non, effectivement. Il se sert des chiffres et des lettres pour pronostiquer, pour donner des résultats des matchs de football. Fiabilité 85%. Il s'appelle Soampirus. Il nous livre le prochain vainqueur du match entre la Croatie et l'Angleterre. Demi-finale Croatie-Angleterre. Le match se joue le 11 juillet 2018. Lorsque nous calculons l'énergie, nous avons l'énergie 29. Ça nous faisons 1 plus 7, plus 2, 0, plus 1, plus 8, ça nous donne le chiffre 29. Et nous allons donc regrouper l'énergie globale de cette Coupe du Monde en fonction de ce match, qui nous donne 57, 52, 80. Nous allons maintenant prendre l'énergie de chaque pays, à savoir celle de la Croatie qui nous donne plus 385 et celle de l'Angleterre qui nous donne plus 44, en référence à leur code indicatif téléphonique. Et lorsque nous remarquons, la Croatie qui a plus 385 se retrouve dans cette énergie globale. En conclusion, la Croatie devrait se qualifier pour la finale de cette Coupe du Monde 2018 au profit de l'Angleterre. Des nouvelles à présent de l'attaquant portugais Cristiano Ronaldo. C'est la nouvelle qui est sur toutes les lèvres à côté de la Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo, 33 ans, après 9 saisons au Real Madrid, s'est engagé aujourd'hui avec la Juventus de Turin. Il va donc découvrir son 4e championnat après le Portugal, après l'Angleterre, après l'Espagne. Il découvre maintenant le Calcio, le championnat d'Italie. Le montant du transfert est d'environ 70 milliards de francs CFA. Il a signé pour 4 ans. Il va toucher 20 milliards de francs CFA de salaire annuel. Il faut dire que Cristiano Ronaldo, avec le Real de Madrid, c'est 9 saisons, 4 Ligues des Champions, 2 Ligas, 3 Coupes du Roi. Il a été 4 fois Ballon d'Or avec le maillot du Real de Madrid et 3 fois meilleur buteur du championnat espagnol. Pour ces demi-finales, ces sportifs ont eu une pause de 3 à 4 jours. Peut-on avoir une idée de ce qu'ils ont fait pendant ce petit répit? Pendant ce petit répit, les footballeurs ont droit à certaines visites. Voilà, juste avant les demi-finales, on permet aux joueurs de recevoir de la visite. Mais on axe surtout le travail sur tout ce qui est physique. On se concentre sur les demi-finales. En dehors des visites, c'est tout le temps en train de bosser, préparer le prochain match parce que la Coupe du Monde, elle est longue, elle dure sur 1 mois. On a commencé le 14 juin, la finale, c'est le 15 juillet. Il faut permettre aux meilleurs d'avoir du temps de repos, de récupération avant d'affronter les phases les plus décisives. Donc voilà un peu comment les joueurs passent ces jours de repos avant d'affronter les matchs les plus importants. Dites-moi, pourquoi certains footballeurs simulent-ils autant de blessures? À l'exemple de Neymar, quand il est touché, il se tord de douleur pendant plusieurs secondes. Bon, si on veut parler du cas Neymar, on va dire entre griffes que c'est un acteur. D'accord. Voilà, Neymar, il est sur l'aire de jeu, en dehors de son talent, du talent que tout le monde lui reconnaît. Neymar a pris l'habitude de plonger sur l'aire de jeu. Il y a des statistiques même qui disent que c'est le joueur qui a le plus plongé pendant cette compétition. Lorsqu'on associe tout le temps qu'il a passé à faire des roulades à terre, ça nous donne 14 minutes. Donc c'est quelque chose qui est particulier à Neymar. On va revenir, si vous le permettez, sur la prestation africaine. Beaucoup de voix africaines ont dénoncé un arbitrage partial, notamment lors du match Nigeria-Argentine. Est-ce que vous partagez l'avis de ces personnes? Non, je crois que l'arbitrage n'a pas choisi de continent. L'arbitrage n'était pas partial. Les équipes africaines, comme l'ont dit bon nombre de consultants, ont péché par inexpérience, par manque de concentration. On a un certain complexe d'infériorité, raison pour laquelle au cours de nos matchs, si vous remarquez bien, on encaisse des buts dans les dernières minutes, ce qui n'est pas du tout logique. On a les mêmes joueurs qui évoluent dans les mêmes clubs, qui participent aux mêmes compétitions que les Européens, que les Sud-Américains, mais lorsqu'on se retrouve en Coupe du Monde, on a un certain complexe.
C'est ce qu'il faut vraiment corriger au niveau des équipes africaines. 64 matchs, mais la compétition n'est pas encore terminée. Il y a déjà plus de 200 cartons jaunes, 4 cartons rouges. Peut-on dire que l'arbitrage de ce mondial est trop sévère? Sévère, non. Je ne crois pas que l'arbitrage soit sévère. C'est le football qui est devenu plus physique. Voilà, le football est plus physique. On a affaire à des joueurs au grand gabarit. La Coupe du Monde aussi s'est engagée. Chacun vient représenter son pays et on ne veut pas perdre un match. Raison pour laquelle, dans l'engagement, souvent il y a de petits mauvais gestes que l'arbitre siffle. Et avec l'arbitrage vidéo qui est venu s'y ajouter, on revient sur certaines actions où certains joueurs, peut-être à l'époque, n'allaient pas avoir de carton, mais là, ils sont sanctionnés. Merci à vous. Boris, rapidement le rappel de la rencontre de demain. Demain, nous serons le 11 juillet, mercredi 11 juillet, et à Moscou, il y aura l'opposition entre l'Angleterre et la Croatie. Merci. On revient sur cette information. 36 ministres et 5 secrétaires d'État. Le nouveau gouvernement Gon Coulibaly II est connu. Les précisions de Koni Pargassoro. 7 nouvelles personnalités font leur entrée dans le gouvernement Gon II. Pauline Danho occupe désormais le fauteuil des ministres des Sports, Laurent Tchagba, celui de l'Hydraulique, et Joseph Seka, le président du PIT, nommé ministre de l'Environnement et du Développement durable. Emmanuel Esmel Essis, Aimé Zebeyou, Siaka Ouattara, président du MFA, et Félix Anoblé héritent quant à eux de secrétariat d'État. On enregistre 3 retours au gouvernement. Ce sont Sidiki Konaté à l'artisanat, Eugène Aoulé Aka à la santé et surtout Albert Touakus Mabri, le président de l'UDPCI qui fait son retour, cette fois au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Des ministres ont changé de portefeuille, tels que Sidi Touré qui hérite des médias et de la communication, quand Bruno Koné est affecté à la construction, au logement et à l'urbanisme à la place de Claude Isaac D, désormais à l'économie numérique et à la poste. Maria Toukoné conserve la solidarité et la cohésion sociale. Elle devra en plus lutter contre la pauvreté et laisser les questions de femmes, familles et enfants à Ramata Libakayoko. L'ex-secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique, Mamadou Touré, gravit un échelon pour devenir ministre de la promotion de la jeunesse. Le gouvernement Gon II, c'est une équipe de 41 personnalités. Côté genre, les choses n'ont pas vraiment bougé. Seulement 7 femmes contre 34 hommes. Là, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis.